Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte la seconde et dernière partie de notre podcast consacré au procès de Louis XVI. Nous avons vu, dans la première partie, comment la question du roi s'est progressivement imposée au cœur de la Révolution. Un roi déchu, devenu problème politique. Nous avons vu aussi une assemblée divisée, contrainte de trancher, et un équilibre fragile que la découverte de l'armoire de fer a fait basculer. Le procès s'ouvre alors dans un climat de tension extrême. Et une question demeure. Peut-on vraiment juger un roi dans une république naissante ? Car très vite une évidence s'impose. Ce procès n'est pas un procès comme les autres. Ce n'est pas seulement le jugement d'un homme, c'est le jugement d'un régime tout entier. Ce n'est pas seulement la culpabilité de Louis XVI qui est en jeu, c'est l'avenir aussi de la Révolution. Alors, comment la Révolution va-t-elle juger Louis XVI ? Comment la Révolution va-t-elle juger le roi ? Selon quelles règles ? Et surtout, avec quel objectif ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Le 1er décembre 1792, la Convention reçoit le rapport de la commission chargée de l'examen des fameux papiers trouvés aux Tuileries dans l'armoire de fer. Ce rapport a été rédigé notamment par Dufriche-Valazé, député de l'Orne qui siège avec les Girondins. Le rapport rassemble plusieurs centaines de pièces destinées à établir la trahison de Louis XVI. Son volume et sa complexité imposent une lecture étalée sur plusieurs jours, mais son existence suffit à justifier un procès. Les 2 et 3 décembre 1792, les débats portent sur la nature de la procédure à engager. Les Girondins souhaitent encadrer le jugement par des formes juridiques strictes. Ils envisagent aussi un appel au peuple. Les montagnards, eux, défendent une procédure rapide et, disons-le, plus expéditive. La Convention décide finalement de juger le roi en bonne et due forme et elle organise ses séances quotidiennes en conséquence. Dans les jours suivants, la lecture des pièces à charge commence et se prolonge. En parallèle, une commission de 21 membres est constituée afin de rédiger un acte d'accusation structuré. Cet acte d'accusation est établi le 10 décembre. Il est présenté par Robert Lindé, député de l'Eure, qui siège sur les bancs de la Montagne. Robert Lindé dresse le portrait d'un roi accusé d'avoir constamment œuvré contre la liberté et la souveraineté nationale. Le 11 décembre, Louis XVI comparaît devant la Convention dans la salle du manège. La séance se déroule devant une assemblée nombreuse et attentive. Le transfert du roi depuis le Temple s'est effectué sous forte escorte. Introduit à la barre, Louis XVI est invité à s'asseoir, sans aucun des attributs de la majesté royale. Cette absence d'un signe traduit symboliquement la disparition de la royauté. Le roi est désormais un accusé ordinaire. Citons Jean-Clément Martin. Le roi avait certes gardé sa stature imposante, mais il avait maigri et son teint pâle était celui des prisonniers. Faute de ciseaux et de rasoirs, il arborait une barbe de 3 jours. Faute de perruque, ses cheveux bouclés
était attaché en arrière. Il était vêtu d'une redingote brune ou bien noisette, peut-être roussâtre, sur un habit violet, voire couleur chair, par-dessus un habit bleu fatigué. Le 11 décembre, l'acte d'accusation est lu. Le roi est interrogé sur plusieurs épisodes majeurs de la Révolution. Les journées de 1789, la fuite à Varennes, le massacre du Champ de Mars, ou encore ses relations avec les puissances étrangères. À chacune de ces accusations, Louis XVI oppose des dénégations ou se retranche derrière l'absence de cadre légal à l'époque des faits. Concernant les documents de l'armoire de fer, il en conteste la portée ou affirme en ignorer l'existence. Bilan de cette première comparution, elle dure plusieurs heures, mais elle ne permet pas de trancher. Mais une chose est sûre, le roi est publiquement transformé en accusé. À l'issue de cette comparution, Louis XVI obtient la possibilité de choisir ses défenseurs. 3 avocats sont finalement désignés. Raymond de Sèze, François-Denis Tronchet et Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malherbe. Les avocats disposent de peu de temps pour préparer leur argumentation. Le 15 décembre, les pièces du dossier leur sont communiquées. Louis XVI ne reconnaît qu'une partie limitée des documents présentés, et cela fragilise la construction d'une défense cohérente. Malgré cela, les avocats élaborent une stratégie qui repose principalement sur l'inviolabilité royale et sur la contestation de la compétence de la Convention pour juger le roi. Le 26 décembre, Raymond de Sèze présente la défense du roi devant la Convention. Son argumentation s'articule autour de 2 axes principaux. D'une part, Raymond de Sèze affirme que Louis XVI, en tant que roi constitutionnel, bénéficiait de l'inviolabilité et qu'il ne peut donc pas être jugé pour ses actes antérieurs au 10 août 1792. Il ne peut être jugé que pour des actes commis entre le mois d'août et ce fameux mois de décembre. D'autre part, Raymond de Sèze conteste la légitimité d'un procès issu d'une insurrection, celle du 10 août. Comme le souligne encore une fois Jean-Clément Martin, cette défense apparaît en décalage avec les attentes du moment. Cette défense reste strictement juridique. Elle est fondée sur des principes et elle ne cherche pas à engager un affrontement politique direct avec la Convention. Cette défense se limite en grande partie à nier les accusations sans proposer, sans faire une lecture globale du rôle de Louis XVI depuis les débuts de la Révolution, et encore moins de son rôle avant cette révolution. Après tout, Louis XVI gouverne depuis 1774. Il a déjà 18 ans de règne à son actif au moment de son procès. Pour expliquer en partie le peu de combativité du roi, certains historiens avancent l'idée que Louis XVI était tenté par le sort funeste qui fut réservé à Charles Ier d'Angleterre, exécuté en 1649. Pour Louis XVI, Charles Ier avait péri car il s'était opposé frontalement à ses juges. Ainsi, Louis XVI avait-il peut-être pensé que la pire des choses eût été de résister, d'être par trop offensif. À partir de la fin du mois de décembre, les débats se déplacent clairement au sein de l'Assemblée. Les députés prennent la parole, exposent leur position et s'opposent vivement. Le procès concerne désormais moins le roi lui-même
que la lutte pour l'hégémonie entre les différents groupes politiques de la Convention. Les interventions se multiplient et révèlent des positions divergentes. Certains défendent l'appel au peuple, nous l'avons dit. D'autres réclament une décision immédiate au nom de la sûreté de la nation. Ainsi, Saint-Just, fin décembre, nous dit « Citoyens, si vous permettez l'appel au peuple, vous lui direz « Il est douteux que ton meurtrier soit coupable. » Ne voyez-vous pas que cet appel tente à diviser le peuple et le corps législatif, tente à affaiblir la représentation, et que de la sorte, on tend à rétablir la monarchie, à détruire la liberté. Et il poursuit, ce tribunal n'a déjà que trop amolli l'opinion. Pour Saint-Just, appeler le peuple serait une faute, ce serait reconnaître que le roi pourrait être innocent. Et, autre chose, la Convention incarne le peuple, et c'est donc à elle de décider. Au début du mois de janvier, les débats se prolongent sans qu'une majorité claire ne se dégage immédiatement. La question de l'appel au peuple, notamment, divise profondément les députés de la Convention. Parallèlement, des interventions extérieures, comme la note diplomatique du roi d'Espagne appelant à la clémence, restent sans effet. Finalement, la Convention organise les votes à partir du 15 janvier 1793. Louis XVI est déclaré coupable à la quasi-unanimité des votants. L'appel au peuple est rejeté. Reste alors à déterminer la peine. Le vote sur la sentence, les 16 et 17 janvier 1793, se déroule dans une tension extrême. Les députés votent nominalement et ils doivent donc exposer l'un après l'autre publiquement leur position. Le résultat est extrêmement serré. La peine de mort l'emporte d'une courte majorité. Le 20 janvier 1793, Louis XVI est informé de sa condamnation. Le lendemain, 21 janvier, il est exécuté sur la place de la Révolution. Le 1er février, après que les puissances étrangères ont reconnu Louis XVII, la France déclare la guerre à l'Angleterre et aux Provinces-Unies. Le 24 février, la Convention décrète la levée en masse de 300 000 hommes, et cela fut la cause directe du soulèvement vendéen du 11 mars. Un nouveau chapitre de la Révolution s'ouvre alors, avec à sa tête une assemblée plus divisée que jamais. Tentons de voir maintenant comment fut perçu le procès du roi. On note que pendant le procès, on tenta d'apitoyer l'opinion. Dans l'armée de Belgique, par exemple, on répandit des pamphlets en faveur de Louis XVI. On fit pareil en Alsace et en Lorraine. Mais ni le peuple, ni l'armée ne semblèrent s'émouvoir du sort de Louis Capet. L'historien Alphonse Sollard écrit que les royalistes parvinrent à exciter, çà et là, quelques pitiés, grâce à la chanson, qui avait alors plus d'influence que le journal. C'est comme ça qu'une romance royaliste fut distribuée par milliers et chantée publiquement à Paris, le jour même que la défense du roi fut prononcée. Cette chanson avait pour titre Louis XVI aux Français. Cette romance était composée sur l'air du pauvre Jacques, et elle commençait ainsi : Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait ? J'aimais la vertu, la justice, votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. La question que l'on peut se poser: n'avait-on rien trouvé de mieux qu'une chanson pour tenter de convertir l'opinion ou reconvertir l'opinion en faveur du roi ? On peut redire ici ce sur quoi les historiens insistent.
Louis XVI était devenu impopulaire depuis la découverte des documents trouvés dans l'armoire de fer. Ces pièces avaient été largement divulguées par les journaux et lues à haute voix dans les sociétés populaires. Ces documents prouvaient sa trahison, sinon sa duplicité. De plus, au moment de son procès, ces dénégations, ces mensonges avaient empêché que l'opinion en général s'apitoie sur lui. Sa voix n'avait pas porté au-delà de cette assemblée transformée pour lui en tribunal. Louis XVI n'avait pas pu, n'avait pas su reconquérir l'opinion publique. Il est probable qu'on ne voyait plus qu'en Louis XVI l'ennemi de la nation. À propos de cette opinion, peut-on savoir quel regard elle porta sur sa mort ? Les journaux nous renseignent sur l'impression que produisit l'exécution du roi. On peut y lire notamment que quelques cris de grâce se firent entendre quand le roi sortit du temple, ce 21 janvier 1793, pour aller au supplice. Mais, sur le passage du cortège, ce fut silence. Au moment où le roi monta sur le échafaud, ce fut encore silence. Mais, quand la tête de Louis-Auguste de France tomba, on cria « Vive la nation, vive la République ». Le soir, les théâtres furent ouverts et remplis. Il y eut sûrement de l'émotion sur le moment. Mais après la mort de Louis XVI, quand la chose fut faite, on se montra rassuré et plutôt joyeux, comme le rapporte encore une fois l'historien Alphonse Hollard. Le peuple aurait pu faire preuve de plus d'empathie s'il n'y avait eu le 20 janvier, veille de l'exécution, le crime de Michel Lepelletier, assassiné par un ancien garde de Louis XVI au Palais Royal, assassiné pour avoir voté la mort du roi. Et cet assassinat exalta le sentiment républicain. Du côté des provinces, aucune assemblée de département ne condamna l'exécution du roi. Plusieurs d'entre elles félicitèrent même la Convention. L'enthousiasme fut le même du côté des sociétés populaires et des communes. Comme l'écrit encore une fois l'historien Alphonse Hollard, le meurtre de Louis XVI n'a pas amené une recrudescence de royalisme. C'est le moins qu'on puisse dire. Son exécution consolida même les débuts de la jeune République. Après cette exécution, après la destruction et la disparition du corps du roi, elle semblait invincible. Selon les témoignages, les paysans crurent et surent qu'on était en République quand ils apprirent la mort du roi. Pour eux, la royauté vaincue et tuée à Paris la montre faible et impuissante. Elle s'en trouve à jamais défaite de son prestige. Depuis lors, les paysans cessèrent, sauf dans 2 ou 3 provinces, d'être royalistes. L'opinion royaliste s'était déjà faite discrète, surtout après la victoire de Valmy. Après tout, n'est-ce pas la République qui venait d'apporter du répit aux Français, effrayés par les premières défaites? Des historiens nous rappellent aussi que, depuis la journée du 10 août, il n'y a plus de journaux royalistes. Et le 4 décembre 1792, la Convention porte le coup de grâce aux tenants de l'idée royaliste. Elle décrète en effet que quiconque proposerait ou tenterait d'établir la royauté ou tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple, sous quelque domination que ce fût, serait puni de mort. En fait, ni les Girondins, ni les montagnards n'envisagèrent de rétablir une quelconque monarchie. Encore une fois, la République, en vertu notamment de ses victoires militaires, était encore plus inattaquable qu'au lendemain de son établissement en septembre 1792.
Ainsi s'achève le procès de Louis XVI, un procès long, débattu, tendu, mais un procès dont l'issue en réalité ne faisait guère de doute, car dès le départ une évidence s'impose. Ce procès n'était pas un procès ordinaire. Il ne s'agissait pas seulement de juger un homme, il s'agissait de décider du sort d'un régime. Depuis le 10 septembre 1792, le roi n'était plus un acteur politique, mais il n'avait pas disparu pour autant. Il était devenu un problème pour la Révolution, un problème pour la République naissante, un problème que la Convention ne pouvait plus contourner. En le jugeant, les députés de la Convention ne cherchent pas seulement à établir une vérité, ils affirment une souveraineté. Ils tranchent une question fondamentale, celle de savoir si la Révolution peut coexister avec la monarchie. Et en condamnant le roi, ils apportent leur réponse. La mort de Louis XVI ne clôt pas simplement un procès, elle marque une rupture politique, symbolique et irréversible. Car en exécutant le roi, la Révolution détruit ce que certains, comme Henri Grégoire, appelaient le talisman de la monarchie. Elle fait disparaître le corps du roi, et avec lui, l'idée même de royauté. La Révolution vient de franchir une étape. Elle poursuit sa route avec ses divisions, ses tensions, ses problèmes sociaux, économiques, militaires. Un chapitre nouveau s'ouvre pour elle, incertain. Je vous raconte s'achève, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour notre prochain podcast consacré à la Révolution française.